Salut à tous. Aujourd'hui, on va étudier un système automatisé de transstockage des pièces. Quand on parle de transstocker les pièces, ça veut dire que il y a un magasin avec des étagères. Donc, l'idée ici, c'est de transporter les pièces qui viennent sur les convoyeurs et puis de les positionner sur les étagères. Donc, ici, il y a un transstockeur de pièces dans Factory.io qui permet de faire le job. Donc, on va rapidement faire la maquette du projet dans Factory.io avant d'aller programmer dans Tia Portal. Donc, on part dans Factory.io. On ouvre. OK, ici, on va aller cliquer sur New. Parce qu'on veut créer un nouveau projet. Et on va aller l'enregistrer. Donc, on part sur Save As. Et puis, on va aller l'enregistrer dans un dossier. Donc, on peut aller au bureau. Et ici, on va créer un dossier. On appelle ça tutoriel transstocker des pièces. Transstocker des pièces. OK. Donc, ici, on va cliquer sur sélectionner le dossier. Et ici, on va appeler transstocker des pièces. OK. Donc, on stocke le fichier. On enregistre le fichier transstocker des pièces dans le dossier tutoriel transstocker des pièces qui se trouve au bureau. Donc, ici, je clique sur enregistrer. Et je commence rapidement avec la mise en place du système. Donc ici, je vais prendre déjà le transstocker en lui-même. C'est ça ici qu'on appelle Stacker Crane. Donc ici, je vais porter le transstocker. Ce transstocker, lui, permet de faire à la fois un mouvement de translation verticale et un mouvement de translation horizontale. Donc vous avez le choix. Soit vous pouvez comment dirais-je? Vous pouvez le translater horizontalement comme verticalement. Donc c'est un peu ça. Et ici, généralement, on lui définit les positions suivant X et suivant Y pour qu'il aille stocker les pièces sur les étagères. Donc, je vous explique rapidement comment ce transstocker fonctionne. Donc, ici, on va venir ici et je vous avais déjà dit comment on fait pour identifier les entrées-sorties d'un actionneur sur Factory.io. Donc, ici, lorsqu'on touche parmi les éléments qui sont décrits là, lorsqu'on touche par exemple ceci, on nous dit que c'est un sensor. Donc ici, on me dit que c'est un capteur. Je sais déjà que c'est un capteur, mais je ne sais pas quel est le rôle de ce capteur en fait dans le système. Donc c'est plus tard que je vais le découvrir. Ici, on me dit que ça, c'est un actionneur. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier d'abord dans quel sens chaque élément se déplace. C'est comme ça qu'on raisonne dans Factory.io. Donc ici, je viens d'abord, je clique ici, j'essaie de forcer la variable et ça va me permettre de voir dans quel sens cette variable se déplace. OK. Donc là, je me rends compte que cette variable permet de translater ce monsieur-ci dans ce sens-ci, donc dans le sens qui vient vers moi. Et si je veux le faire rentrer à sa position initiale, je vais tout simplement reset. Donc, lorsque je force, je suis en train de setter. Et lorsque je viens désactiver le forçage, je suis en train de resetter.
Donc, c'est un peu ça. Donc, le stacker print 0 right veut dire translation vers la droite de ce monsieur, en fait. Et maintenant, si je veux faire une translation vers la gauche, je vais plutôt prendre ce monsieur parce que c'est la même chose que le stacker print que j'avais ici. Mais ici, on a mis left. Donc, le left, il veut dire déplacement vers la gauche. Ça veut donc dire que je clique ici et je viens ici, je fais un forcing. Et lorsque je force, il fait une translation vers la gauche. Alors, je peux le ramener vers le centre en resetant le bit. Donc, ici, je peux relâcher les deux. Là, je sais déjà de quoi il s'agit. Donc, ces deux commandes se permettent de faire la translation. Donc, celui-ci, translation vers la gauche et celui-ci, translation vers la droite. Celui-ci, c'est le capteur de retour de cet actionnaire à sa position initiale. Donc, chaque fois que je fais une translation vers la gauche, lorsqu'un capteur est pressé, il reste jaune. Lorsqu'il est relâché, il reste blanc. Donc, actuellement, il est pressé parce qu'effectivement, l'actionnaire a sa position de repos. Mais si je le déplace, par exemple, comme ici, vous voyez qu'il devient blanc. Donc, il va redevenir jaune quand je vais le ramener à sa position au centre. Donc, ici, je vais venir le resetter. Il redevient jaune. Ça veut dire que le capteur actuellement est pressé. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, de ce côté, ici, j'ai les capteurs. Donc, ici, vous voyez par exemple Stacker Crane Left Limit. Et de l'autre côté, on a Stacker Crane Right Limit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le capteur fin de course de déplacement de cet actionnaire vers la gauche et également l'autre, c'est vers la droite. On va rapidement tester. Lorsque cet actionnaire va sortir dans ce sens-ci, cette écriture va devenir jaune. Donc, ici, on va forcer. Et dès que ça atteint sa fin de course, ça devient jaune. Donc, ce capteur, le capteur-ci est déjà pressé. On va le ramener au centre. C'est la même chose avec ce monsieur. Lorsque j'essaie de commander son actionnaire, je viens ici, je force. Lorsqu'il atteint la fin de course, le message devient jaune. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour étudier les actionnaires dans Factorial. Donc, je viens de finir avec tous les actionnaires qui se trouvent ici. Alors, je vais rapidement toucher les deux-ci. Et je vais les nommer tout à l'heure. Je vous montre juste comment on fait pour connaître la fonction de tout un chacun. Donc, ici, j'ai par exemple Actuator. Donc, ici, j'ai Stacker Crane 0 Lift. Et ici, j'ai Stacker Crane 0 Moving Z. Moving Z, c'est le déplacement vertical. Donc, c'est un capteur qui signale que le déplacement vertical est en cours. Donc, ici, on va activer Stacker Crane 0 Lift. Donc, ici, je force à 1. Lorsque je force, vous voyez effectivement qu'il y a une translation verticale qui s'effectue. Donc, c'est un peu ça. Sauf que cette translation a une limite en termes de hauteur. Donc, ce n'est pas du genre, je peux le translater jusqu'à ce niveau max. Donc, c'est un peu ça. Je vais tout simplement désactiver. Donc, ici, je rentre. Donc, vous voyez que chaque fois qu'il entre en plein déplacement, le capteur-ci qui est écrit en blanc là, devient jaune. Donc, c'est lorsqu'il atteint sa fin de course qu'il redevient blanc. Donc, vous remarquez bien, dès qu'il atteint la fin de course, il devient blanc. Et ainsi de suite. Donc, on vient de finir avec toutes ces commandes et on va les nommer tout à l'heure. On teste rapidement le dernier qui est celui-ci, Stacker Crane 0 Target Position. Donc, c'est celui-ci qui permet d'indiquer la position cible où le transporteur va amener l'objet. Donc, ici, lorsque je clique, ça c'est une variable analogique. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas la possibilité de forcer la variable directement à 1 comme les autres. Donc, lorsqu'on met par exemple ce champ-ci, c'est à toi d'entrer la valeur analogique que tu veux pour le déplacer. Et ça, c'est son capteur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle généralement les bits d'état. Bits d'état, pourquoi? Parce qu'il n'attend pas la fin de course pour s'activer. Du moment où l'actionnaire commence à travailler, il est déjà actif. C'est ça qu'on appelle les bits d'état. Donc, ici, je vais mettre par exemple 1. Et lorsque je vais mettre 1, il va se déplacer suivant X d'un pas. Donc, ici, je vais mettre par exemple 1. Et puis, je vais cliquer sur Entrée. Vous voyez bien qu'il se déplace suivant X d'un pas. Ça veut dire que si je mets 2, il va se déplacer de 2 pas. Ainsi de suite jusqu'à 9. Donc ici, je vais aller à 2. Je mets Entrée. Je passe à 3. Je mets Entrée. Je passe à 4. Je mets Entrée. Je vous rappelle que la limite suivant X ici, c'est 9. Ensuite, je passe à 5. Je mets Entrée. Ainsi de suite. Donc, je vais aller directement à 9. Vous voyez qu'il va s'arrêter ici. Et je ne peux plus continuer parce que la butée de fin de course est déjà à ce niveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est le ramener à sa position 0. Donc, ici, je peux mettre 0. Je tape sur Entrée. Bon, là, le 0 ne prend pas. Généralement, les chiffres qui permettent de le ramener à sa position initiale, ça commence à partir de 100. Ou alors, on prend une valeur qui dépasse la valeur maximale. Par exemple, la valeur maximale des étagères qu'on a souvent ici, c'est 54.
Donc, si on prend à partir de 55, on peut ramener ça à 0. Également, si on prend 100, on peut aussi le ramener à 0. OK. Donc, ici, je viens de le ramener à 0. Et ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais rapidement nommer tous mes différents actionneurs et capteurs. Donc, je vais rapidement relâcher toutes les variables que j'avais forcées. Et ici, je vais venir, je nomme cet actionneur. Il s'appelle translation. Donc, je mets translation horizontale ou verticale. Translation H bar V. Bon, mettons même translation horizontale et ou verticale. Donc, et ou verticale. OK. Translation H et ou V. OK. Et ici, on a translation en cours. Donc, ici, on met translation en cours. OK. Donc, je vous ai dit que ça, c'est un bit d'état. Donc, dès du moment où la translation commence, ce bit est déjà actif. Donc, on va rapidement nommer les autres. OK. Donc, ici, on a translaté verticalement. Ça, c'est un actionneur. Ici, on va mettre translaté verticalement. Bon, ici, au lieu de mettre translation, on va plutôt mettre, comme c'est un actionneur, on va plutôt mettre transtocké. Ici, on va mettre transtocké, parce qu'après tout, c'est un transtockeur. Donc, transtocké horizontalement et ou verticalement. OK. Donc, ici, je peux fermer tout ce que j'ai déjà traité. Et ici, j'ai capteur vertical. Donc, j'ai capteur vertical. Maintenant, ici, j'ai stacker crane 0 left. Ici, j'ai stacker crane 0 right. Donc, ça sont les éléments pour la translation à droite et à gauche. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, transtocker vers l'arrière ou transtocker vers l'avant. Si je vais mettre transtocker. Transtocker vers l'arrière. Et ici, je vais mettre fin de course. Je vais mettre fin de course, transtocker arrière. OK. Et ici, je vais mettre capteur du milieu transtocker. Capteur milieu transtocker. Et là, je vais mettre transtocker vers l'avant. OK. Donc, ici, il y a un capteur de fin de course ici, que je vais également nommer FC Trans AV. OK. Donc là, je viens de déclarer toutes les variables qui concernent le transtocker en lui-même. Maintenant, le transtocker, lui, va déplacer les objets vers quoi? Il y a des étagères qu'on utilise ici, généralement pour transtocker les outils. Donc, je vais d'abord enregistrer ce que j'ai déjà fait. Ensuite, je viens ici, je prends les étagères et je vais vous montrer comment on positionne les étagères. Ici, c'est la position initiale du transtocker. Les étagères se positionnent à partir de la limite des... Comment je vais appeler ça? Les traits blancs, ce que vous voyez là. Donc, puisque ça, c'est un transtocker à galets, c'est le galet qui roule sur le sol. Et ici, les tiges blanches ici que vous voyez là, c'est les limites pour les étagères. Donc, il vais effectivement positionner l'étagère sur la limite inférieure et sur la limite supérieure ici. Donc, je viens ici, je prends les étagères, c'est ce que vous voyez, on a appelé rack. Donc, je prends par exemple ce premier ici. Je me rapproche
et je me rassure qu'il est bel et bien aligné avec ce monsieur. Donc, je vais bien me rapprocher. Je zoome. Et ici, je rapproche bien. OK. Voilà. Je me rends compte que les deux sont bel et bien alignés. Donc, généralement, lorsqu'on pose les étagères, on se rassure que c'est bien aligné. Donc, je vais faire la copie de celui-ci. Je colle à côté. J'aurai besoin de 3 comme cela. Je fais également CTRL V et je colle là. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec 3 étagères, on remplit effectivement toute la longueur de cette tige blanche ici. Donc, effectivement, la limite inférieure et supérieure a été bien délimitée en fait. Donc, j'ai déjà mes étagères en position et j'ai déjà déclaré toutes mes variables. Donc, ici, il me manque juste d'encercler mon système pour éviter les perturbations lors du démarrage du système automatisé. Donc, on va essayer de mettre une barrière tout autour. Donc, ici, essayons un peu de rapprocher le schéma vers le centre, comme ceci. Voilà. Et puis, on va prendre une barrière. Donc, on va utiliser les segments LC et Safeguard. Donc, on va prendre ça. Et puis, on va essayer d'encercler tout notre dessin avec. Donc, ici, je fais une petite rotation. Je le positionne comme ceci. Je fais une duplication, CTRL-C, CTRL-V. Je le positionne également comme ceci. Ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. J'active la rotation. Et là, j'essaye de bien les positionner. CTRL-C, CTRL-V. OK. Donc, je vais essayer de les rapprocher vers l'extrémité. Donc, ici, je peux faire la copie des deux ici. CTRL-C, CTRL-V pour que ça aille un peu plus vite. En copiant les deux directement, ça me permet d'aller un peu plus vite. Donc, ici, je vais faire également CTRL-C, CTRL-V. OK. Donc, les deux sont déjà bien alignés. CTRL-V encore de ce côté. Déjà aligné. OK. Donc là, je suis déjà ici au bout. Donc, je peux faire plutôt la copie de ceux qui sont déjà qui sont déjà parallèles avec ce que je vais mettre là-bas. Donc, ici, je vais aligner avec ce que j'ai déjà positionné. J'aligne également ici. Et je vérifie si l'alignement a été bien fait. Je me rends compte qu'il y a un décalage. Donc, je dois résoudre le problème. OK. Donc, je dois copier ce monsieur. Donc, je peux copier les deux ici. CTRL-C. Et puis, je viens de ce côté. Je fais CTRL-V là. Et je déplace l'objet. Puis, je l'aligne là. Voilà. Donc, je pense que mon schéma, je l'ai bien aligné. Voilà. Donc, ici, il ne reste que quelques outils pour fermer le système. Donc, je vais prendre par exemple les barrières XL. Je peux prendre par exemple cette barrière XL. On appelle ça les on dry. Donc, je vais venir ici, j'essaye de rapprocher ça avec l'extrémité. OK. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je dois tout faire pour que ça ne se rapproche pas trop de ce rail. Sinon, ça peut créer des perturbations. Donc, ici, je dois le déplacer comme ceci. OK. Ensuite, je fais CTRL-V. Donc, vous voyez qu'en prenant les barrières XL, ça permet d'aller un peu plus vite parce que c'est déjà en vague de 3. OK. Donc, ici, j'ai également CTRL-V.
Voilà. Ici, c'est l'entrée de mon système. Bon, ici, à l'entrée, j'aurai besoin d'un convoyeur. Donc, ici, je vais venir prendre un convoyeur de 6 mètres. J'active la rotation. Et je me rassure que effectivement la flèche pointe dans le bon sens. Parce que faut toujours vérifier la flèche sur le convoyeur. Donc, vous voyez bien que la flèche pique vers l'avant. Donc, c'est dans le bon sens. Je vais reculer le convoyeur vers l'arrière et je vais prendre un convoyeur de chargement. Donc, ici, il y a un convoyeur qui s'appelle convoyeur de chargement. C'est ça qu'on appelle loading conveyor. Ce convoyeur s'appelle convoyeur de chargement parce que tu peux envoyer un actionneur par le milieu ici. Tu portes une pièce dessus pendant que les rotures ici sont en train de tourner et puis tu le ramènes ailleurs. Par contre, tant qu'il n'y a pas l'espace ici au milieu, tu ne peux pas envoyer un objet là-bas pour porter un autre. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle convoyeur de chargement. Donc, je vais vérifier le sens de ce convoyeur. La flèche est mal positionnée. Donc, je vais bien l'orienter. C'est une commande digitale. OK. Donc, je vais venir le positionner là. Il est positionné exactement à l'entrée du transstockeur. Donc, vous constatez bien. Donc, il est directement collé avec le transstockeur. Donc, ici, je viens. Je me rassure qu'il est bien aligné avec le transstockeur. OK. C'est bon. Également, j'ai un capteur. Donc, ça sera un capteur fin de course ici, au-dessus de ce convoyeur de chargement. Donc, je vais faire une translation verticale. Donc, vertical trans. Et là, je le déplace comme ceci. Et puis, je le fais pivoter. OK. Ensuite, je fais une translation verticale pour le coucher sur le support. Donc ici, je vais essayer d'allonger un peu la largeur du faisceau. La longueur du faisceau, pardon. Voilà. Donc, je vais appeler ça pièce présente. On clique dessus, on va appeler ça pièce présente. OK. Et ici, on va appeler ce monsieur convoyeur de chargement. Donc, on peut m'abréger ça conf charge. OK. Donc, ici, j'ai mon premier convoyeur. Je vais appeler ça convoyeur 1. Convoyeur 1. Et n'oublions pas qu'il y a limiteur de pièces. Parce que tant qu'on ne met pas limiteur de pièces, on ne saura pas ce qu'on est en train de vouloir en stocker. Donc là, j'ai mon limiteur de pièces. Je fais une translation verticale. Et puis, je le déplace comme ceci. Il est déjà sur le châssis. J'active donc une rotation. Et puis, je me rassure qu'il est bien aligné avec le convoyeur à rouleau. Donc, lorsque je parle de tapis, c'est juste un lapsus parce qu'il y a les convoyeurs à tapis. On appelle les convoyeurs à bande. Il y a également les convoyeurs à rouleau. Donc, je vérifie s'il est bien couché sur le convoyeur, c'est bon. Donc, je vais l'appeler émetteur. OK. Donc, ici, j'ai mon émetteur. Je vais relâcher parce que je vais le commander depuis l'automate. Donc, ici, j'ai deux gyrophares. Bon, je vais les appeler les lampes. Je vais prendre deux warning lights. Et puis, je vais les positionner là. Ça, c'est juste pour la signalisation. On sente au moins qu'il y a un système qui est en cours de fonctionnement. Donc, c'est comme un signal d'alerte. Donc, je vais essayer de le positionner ici au-dessus. Voilà. OK. Donc, celui-ci, je vais l'appeler lampe 1. Et je fais CTRL C.
Je vais venir ici. Je vais dupliquer. CTRL V. Je l'appelle lampe 2. Donc ici, je viens, je mets lampe 2 et je valide. OK. Donc, il ne reste que le pupitre de commande pour lancer le système. Donc, ici, j'ai un pupitre de commande. Je vais activer une translation verticale. Et je me rassure que le pupitre est couché sur le support. OK. Donc, ici, je vais prendre un bouton poussoir. Normally Open. Je prends celui-ci directement. Et puis, je le ramène devant le pupitre. Je zoome sur le bouton. OK. Je vais rapidement le nommer ici une fois pour gagner en temps avant de faire la translation verticale. Donc, je nomme le bouton, je vais l'appeler DCY. Et le voyant du bouton, je ne vais pas le programmer. Ça va me perdre de temps. Donc, ici, je viens, je mets la couleur du bouton green et j'active donc la translation verticale. Donc, je fais le clic droit sur le bouton Vertical Trans et je zoome. Je vérifie si effectivement il est couché sur le pupitre de commande. Donc là, je suis en train de constater qu'il n'est pas bien couché sur le pupitre. Je le rapproche bien dessus à partir du clic gauche de la souris. OK. Donc là, le bouton est déjà positionné et je vais essayer de barricader ce convoyeur d'attaque. Donc ce convoyeur d'attaque, je vais un peu essayer de le barricader toujours à partir des barrières XL. Si je fais une petite rotation, bien, je le positionne comme ceci. Je dois me rassurer que j'ai bien barré. OK. Donc, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je le ramène derrière. OK. Je fais un CTRL-V ici. Voilà. Donc, je viens de mettre des barrières de sécurité. Donc, ici, ce n'est pas obligé, hein. Ça, c'est juste pour l'esthétique. Donc, ici, je vais choisir la pièce à émettre. Je vais d'abord aller sur la base. Je veux un support qui s'appelle palette. C'est ce qu'on appelle les palettes. Ce sont ces supports en planche ici. Il y a aussi les square palettes, mais je prends palette parce qu'il a un peu large, une longueur un peu plus importante. Donc, je vais désactiver square palette. Et puis, je passe sur Path ou Emit. Je désactive tous ces trucs-ci. Tous ces box que vous voyez là, les voici ici, box M, box L, tout ça, voilà les noms en bas. Donc, ce que je veux ici, c'est Stackable Box. Donc, Stackable Box, ça ressemble à ce casier ici. C'est ça que je veux convoyer. Donc, en réalité, c'est ça que j'ai couché. Et puis, je viens de finir avec tout ce qui concerne la construction de l'architecture de mon système. Donc, ça, c'est la maquette. On voit tous les capteurs, tous les actionneurs et tout. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de les brancher sur le microcontrôleur Simatic S7200 que je vais utiliser ici. Je vérifie, j'ai un S7200, d'accord. Donc, je vais brancher mes entrées-sorties sur l'automate. Donc, on commence par DCY. DCY. Ensuite, on a pièce présente. Après ça, on a fin de course transstocker. Donc, vers l'arrière. Fin de course transstocker arrière. On a le capteur vertical. Il est où? Il est là. Capteur vertical. Capteur milieu transstocker. Il est là. 0.4. Transstocker translation horizontale en cours. OK. Donc, ici, on a fin de course avant transstocker. Et enfin, on a translation. On a transstocker position initiale. Donc, n'oublions pas que à chaque fois, il faudra que le transstocker revienne à une position initiale ici. Donc, il faut un capteur qui va indiquer que le transstocker est en position initiale. Donc, ici, on va venir prendre un capteur. Donc, je vais activer la rotation de ce capteur. OK. Donc, je peux le positionner par exemple ici.
et je vérifie qu'effectivement, ce monsieur va couper le faisceau du capteur. Donc, je vérifie en bas et je vois que le faisceau passe plutôt par le bas. Donc, ça ne le touche pas. Donc, je vais essayer de faire une petite translation verticale. Hop. Et le faisceau coupe effectivement ce monsieur-ci. Donc, ici, je vais essayer de le ramener un peu vers l'arrière. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais l'appeler Transtoker position initiale. Donc, je vais appeler ça init. Ok. Donc, ici, on a le Transtoker en position initiale. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il suffit simplement d'aller le réassigner. Donc, ici, je viens ici, je mets Transtoker position initiale I0.7. Maintenant, pour les variables de sortie, on commence par l'émetteur. Après l'émetteur, on a le convoyeur 1. Après le convoyeur 1, on a le convoyeur de chargement. Je l'ai abrégé comme charge. Après, j'ai translaté verticalement. Après ça, j'ai transstocké vers l'arrière. Ensuite, j'ai transstocké vers l'avant. Ensuite, j'ai lampe 1, lampe 2. Et enfin, j'ai une grandeur analogique qui s'appelle transstocké horizontalement ou verticalement. Donc, c'est une variable de type int. Donc, si j'ai plutôt les pourcentages QD, je vais venir ici, je vais changer le D-watt et je vais mettre le watt. Je reviens donc ici, je me rends compte que c'est effectivement pourcentage QW comme je voulais. Donc, je vais adresser ça sur QW30 parce que c'est une variable analogique. OK. Là, je vais définir avec Factory.io. J'enregistre et je vais me rediriger vers Tia Portal. Donc, j'espère que tout le monde a compris comment j'ai fait pour monter ce système. Ok, donc je vous présente rapidement le graph 7 que j'ai fait. Donc ici, j'ai dépassé que c'est pour lancer le système. Lorsque je lance le système, il y a mon émetteur que j'active rapidement. Et vous savez que lorsque je ne mets pas le 7, ça veut dire qu'une fois que le capteur PP sera touché, cette action-ci ne va plus fonctionner lorsqu'on sera à l'étape 2. Puisque le graph 7, c'est une séquence des on-off en fait. Donc ici, j'ai émetteur, ensuite j'ai convoyeur 1, j'ai CT, convoyeur de chargement, je l'ai CT. La lampe 1 la lampe 2 également, je les ai cités. Donc, lorsque la pièce est présente, première étape, on a une translation vers l'arrière du transstocker. Et cette translation est accompagnée du convoyeur de chargement. Donc, lorsque je mets convoyeur de chargement recette, je dis que ce convoyeur qui était en train de tourner pour convoyer la pièce va s'arrêter dès qu'on va commencer avec la translation du transstocker vers l'arrière. Et ici, j'ai fin de course transstocker vers l'arrière. Vous l'avez si bien vu ici dans Factory.io. Donc ici, le transstocker va venir comme ceci, prendre la pièce. Donc lorsque ce transstocker va venir, il prend la pièce, il monte avec la pièce d'abord. Donc il quitte d'abord sur le convoyeur de chargement avant de rentrer avec. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai mis translation verticale 7, capteur vertical. Et ici, j'ai mis translation vers l'arrière. Et ici, j'ai mis capteur de milieu. Parce que c'est le capteur de milieu qui dit que le transstocker a sa position initiale. Donc, c'est un peu ça. Et le reste, maintenant, c'est la commande analogique. Donc, ici, lorsque je mets translation horizontale égale à 1, en réalité, c'est juste pour dire que je viens d'activer cette variable analogique, mais elle est commandée par un bloc move. Donc, je préfère mettre simplement translation horizontale ici. Donc, ici, je vais mettre translation horizontale. Et donc, je vais effacer ce égal à 1. OK. Donc, ici, je mets translation horizontale. Ça, c'est une variable analogique. Elle se fera par un bloc move. Donc, c'est un peu ça. Et ici, comme j'ai utilisé un bloc tempo, ça, c'est le contact auxiliaire de la fin de temporisation. Ça, c'est le capteur translation horizontale en cours. Ce capteur même ne me sert même presque à rien. Je vais également l'enlever. Donc, ici, ma seule condition, c'est sur la temporisation. Donc, c'est un peu ça. Et également, ici, lorsque je suis à la position qu'il faut, je peux tout simplement faire un transstockage vers l'avant. Et je monte, je dépose la pièce. Ensuite, transstockage vers l'arrière. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a trans AV7
et trans AV reset. Trans AV reset, c'est le retour à la position initiale en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je vais venir ici dans SIA Portal. Je vais vous montrer le graph que j'ai eu à faire. Donc ici, j'ai programmé ce graph dans ce fichier nommé programmation graph transstockage des pièces. En ce qui concerne le code, vous allez remarquer que j'ai déclaré d'abord les variables d'entrée-sortie. Donc, toutes ces variables d'entrée-sortie que vous constatez ici sont les mêmes variables qu'on a ici au niveau du driver dans Factory.io. C'est obligé d'être identique avec les mêmes niveaux des adresses. Donc, au niveau des sorties, vous voyez bien émetteur, convoyeur 1, convoyeur chargement, translaté, ainsi de suite, jusqu'à transstocker. C'est la même chose que j'ai ici. C'est exactement la même chose. Même transstocker horizontalement, c'est QW30. C'est la même chose que j'ai ici, QW30. Tant que ce n'est pas les mêmes adresses, vous serez en train de piloter un truc que le microcontrôleur ne lit pas du côté des Factory.io. Également, pour les entrées, j'ai DCY, pièce présente, j'ai abrégé ça PP. Et fin de course, transaction arrière, capteur vertical, capteur milieu, transstocker, ainsi de suite. Toutes les adresses sont respectées. Toutes. Donc, cette variable d'entrée, cette variable mémoire que vous voyez sortie, at, je vais vous expliquer ça dans le code parce que j'ai utilisé un bloc at. Donc, je reviens ici dans le DB transition. Le data block transition, je vous ai expliqué que les data blocks permettent de déclarer les variables en masse. Donc, ça permet d'être un peu plus structuré dans la programmation. Donc, lorsque vous voyez, je déclare les transitions T01, ça veut dire transition de passage de 0 à 1, T1, 2, T2, 3, T3, 4, ainsi de suite. C'est justement les mêmes choses que j'ai au niveau du graph 7. Dans ce graph 7, j'ai les transitions T01, T1, 2, T2, 3, T3, 4, T4, 5, T5, 6, T6, 7, T7, 8, T8, 9, ainsi de suite, jusqu'à T9, 1. Donc, j'ai deux transitions qui convergent vers 1. Donc, je vais prendre ça en compte. Je vais vous expliquer ça dans la programmation des étapes. Donc, c'est un peu ça. Et vous savez très bien, dans la programmation des transitions, on vérifie toujours si l'étape précédente est active ainsi que la réceptivité qui lui est associée. Donc, on va venir rapidement sur la programmation des transitions pour faire court. OK. Donc, pour activer la transition de passage de l'étape 0 à l'étape 1, il faut d'abord premièrement que l'étape précédente soit active et que la réceptivité qui lui est associée soit vraie. La réceptivité qui est associée à l'étape 0, c'est quelle réceptivité? C'est bien ce que j'ai appelé DCY. Donc, pour activer 1, il faut que 0 d'abord soit actif et que DCY soit vérifié. Donc, c'est-à-dire que DCY doit être appuyé pour qu'on passe à 1. Et n'oubliez pas que le graph 7, c'est une séquence des on-off. C'est pour ça qu'on appelle la logique séquentielle. À chaque étape correspond une certaine séquence. Donc, c'est un peu ça. Je vais continuer. Je passe à la transition T1-2. Donc, transition T1-2, je compare d'abord le graph 7 d'étape active à l'étape précédente. Donc, vous allez remarquer que j'ai déclaré une variable mémoire, encore appelée les mots, parce que les mots sont les variables de type pourcentage MW. Donc, j'ai déclaré une variable mémoire pour comparer à chaque fois le numéro de l'étape active. Donc, ici, je compare l'étape active à 1 et je vérifie la réceptivité qui est pièce présente. Donc, voici bien la réceptivité ici, PP. Et ça me permet d'activer la transition T1-2. Donc, c'est avec cette même logique que vous allez voir le reste. Étape 2, T2, 3, T3, 4, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, ici, j'explique rapidement le dernier. Le dernier, c'est la transition de passage de 9 à 1. Donc, sur la transition de passage de 9 à 1, vous allez remarquer que j'ai mis transstocker position initiale. Parce que ici, dans Factory.io, pour revenir à l'étape 1, il faut que ce transstocker revienne ici, là, en position, à sa position initiale. Et c'est ce capteur-ci, ce capteur que j'ai mis en dernière position, c'est qui indique que le transstocker est revenu à sa position initiale. Donc, quand il revient, il coupe le faisceau de ce capteur. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis ici au niveau des transitions. Donc, il y a deux transitions ici à vérifier, effectivement. Et je rappelle que quand l'automate est en train de lire les séquences, lorsqu'il teste cette condition, c'est là. Ce contact reste à 1. Ce n'est pas qu'il se désactive directement. Il reste d'abord à 1. Ensuite, il teste la deuxième. C'est quand ça valide la transition qu'il désactive maintenant tout ce qu'il avait testé. C'est ça la logique séquentielle. Donc, on vient donc sur la programmation des étapes. Programmation des étapes. L'activation de l'étape 1 dépend de deux conditions. L'activation de l'étape 1 dépend de la transition T01 et de la transition T91. Donc, c'est un peu ça. Et
vous allez remarquer que j'ai utilisé ces deux transitions pour activer l'étape 1. Et on active les étapes à partir du bloc fonction move. Parce que le bloc fonction move est équipé d'une bascule à recopie. C'est ça qu'on appelle généralement les bascules D. Donc, chaque fois que je mets une valeur entière ou réelle sur son entrée, il recopie simplement cette valeur sur la sortie. Donc, cette sortie va hériter à chaque fois du numéro qui est ici à l'entrée. Ça va nous permettre d'activer les étapes. Donc, c'est un peu ça la logique. L'activation de l'étape 2 dépend de la transition T1-2. L'activation de l'étape 3 dépend de la transition T2-3, ainsi de suite, jusqu'à l'activation de l'étape 9. Alors, on passe rapidement à la programmation des actions. Donc, vous voyez que c'est aussi simple que ça, ce n'est pas difficile. Donc, on vient rapidement sur le graphe 7. L'action associée à l'étape 1, on a émetteur, convoyeur 1, 7, convoyeur de chargement 7, lampe 1, 7, lampe 2, 7. C'est la même chose que j'ai fait ici, sauf que j'ai mis l'émetteur long en bas, mais la disposition importe peu, en fait. Donc, ici, j'ai CT. Il n'y a que le convoyeur 1 ici. Oui, le convoyeur 1 doit être CT. Il n'y a que l'émetteur, je veux dire, qui ne doit pas être CT. Parce que dès qu'on va toucher le capteur pièce présente, l'émetteur va se désactiver. Il va cesser de générer les caisses. Donc, c'est un peu ça. Ici, j'ai convoyeur 1, convoyeur de chargement, lampe 1, lampe 2 et émetteur. Ensuite, ici, je suis à l'étape 2. À l'étape 2, qu'est-ce qu'on teste? À l'étape 2, on a transaction arrière, on a CT, convoyeur de chargement qu'on a reseté. Donc, vous allez bien voir ça ici. Transaction arrière, convoyeur de chargement, convoyeur de chargement reseté. Convoyeur 1 également doit être reseté. Donc, je dois venir ici, je dois ajouter convoyeur 1. Donc, je prends action, je viens ici, j'ajoute convoyeur 1. Parce que le convoyeur 1 doit également être reseté. Donc, je mets recette. OK. Donc là, je viens de compléter le graphe 7, j'enregistre. Je reviens ici. J'ai fini avec l'action associée à l'étape 2. Action associée à l'étape 3. Il suffit de citer l'action translation verticale. Et ici, on recette, ça c'est l'action associée à l'étape 4, on recette translation vers l'arrière. Donc c'est un peu ça. Ça c'est transstockage vers l'arrière, pardon. Maintenant, à l'étape 5, qu'est-ce qu'on a? On doit déplacer le transstockeur jusqu'à la position où il doit déposer la caisse sur les étagères. Donc ici, vous voyez que j'ai fixé une temporisation qui lui permettra d'aller le faire avant de retourner à sa position initiale. Et cette temporisation sera valable pour toutes les différentes positions qu'on va aller déposer la pièce là-bas en fait. Généralement, pour faire ce type de projet de transstockeur, il suffit d'utiliser une matrice et de mettre les capteurs aux différentes positions finales. Mais ici, j'ai préféré utiliser un bloc tempo d'abord pour qu'on voit comment ce monsieur-là fonctionne. Ça, c'est le niveau élémentaire encore de ce projet. La prochaine fois, on va le faire avec une matrice. Donc ici, on le fait avec un bloc tempo. Donc chaque fois qu'il quitte de sa position initiale vers une position où il va aller déposer l'objet, il fait 6 secondes avant de revenir. Et ici, j'ai un compteur. En réalité, ce compteur me permet à chaque fois du moins, lorsque je reboucle le graphe 7, si par exemple le compteur était à 1, il va passer à 2. Ce qui va faire en sorte que si on était allé poser la pièce sur l'étagère numéro 1, au prochain cycle du graphe 7, on va aller le poser à l'étagère numéro 2. C'est le rôle du compteur ici en fait. Donc c'est un peu ça. Donc ici, j'ai mis un compteur à l'entrée CU, j'ai pris sur l'entrée de l'étape 5. Donc à chaque fois que l'étape 5 est active, le compteur s'incrémente. Puisque le graphe 7, c'est une séquence de on-off. Donc chaque fois qu'on active l'étape 5, celui-ci s'incrémente. Après, il va passer à 6, il va comment dirais-je, il va se désactiver et il va attendre la prochaine impulsion lorsque l'étape 5 sera active. Et ici, lorsque je mets étape active égale à 0 sur l'entrée recette, c'est parce que chaque fois que je vais réinitialiser le code, je fais un stop run de PLC sim. Donc, lorsque je fais un stop run ici, ça permet de réinitialiser la simulation. Donc, de ramener tous les actionnaires à la position initiale. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la même chose que la fonction init. Donc, lorsque je le fais, ça vient directement resetter mon compteur. Parce que si je ne recette pas le compteur ici, lorsque je vais faire un stop run, ça ne va pas passer à 0. La raison pour laquelle il faut toujours bien manager l'entrée recette du compteur. C'est un peu ça. Et comme je veux placer les objets de façon aléatoire sur les étagères,
Ce que j'ai fait, c'est que bon, je ne veux pas positionner les objets sur la position 1, après sur la position 2, après sur la position 3. Il faut quand même que j'essaie un peu de mixer les choses, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un bloc de multiplication ici et je lui dis ceci. Chaque fois que tu prends la sortie du compteur, multiplie cette valeur par 5 et donne-moi le résultat. C'est ce résultat que je vais envoyer sur la variable analogique QW30 à partir du bloc move. Donc, c'est un peu ça. C'est ça que je viens de faire effectivement ici. Et à l'étape 6, c'est la même magouille. C'est la même méthode, pardon. À l'étape 6, c'est la même méthode qu'en haut. Vous activez tout simplement les actions. Donc, c'est un peu ça. Et pour revenir à la position initiale, on fait tout simplement move de la valeur 100 sur la variable QW30 qui s'appelle transloqueur horizontal et ou vertical. Donc, c'est un peu ça. Et je rappelle que toutes les valeurs qui sont au-delà de 100 permettent de ramener le transloqueur à sa position initiale, excepté les valeurs qui ont été numérotées dans la matrice. Parce que ce transloqueur-ci, je vous rappelle que ce transloqueur-là est numéroté de 1 jusqu'à 54. Donc ici, par exemple, j'ai un premier étagère, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc vous voyez que de façon horizontale, j'ai 9. De façon verticale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça fait donc 9 fois 6. 9 fois 6, on sera à 54. Donc vous voyez que ces trois étagères me donnent 54 positions différentes pour stocker les pièces. Donc c'est un peu ça. Donc je vais rapidement finir avec l'explication du code dans Chia Portal. Donc ici, qu'est-ce que j'ai oublié d'expliquer? Il y a l'OB Startup, voilà. L'OB Startup, bon, je pense que tout le monde sait déjà à quoi c'est l'OB Startup. Ici, le scan passe une seule fois. L'OB Startup permet d'initialiser le graph set. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement le first scan. Donc ici, il suffit de faire passer le CPU en mode stop et en mode run. Et il ne s'exécute qu'une seule fois dans un graph set. Et on ne revient plus jamais là-bas. Donc dès que tu appuies sur départ, c'est que oublie que tu reviendras encore un jour à l'étape 0. C'est la raison pour laquelle on utilise l'OB Startup, encore appelé l'OB 100 pour initialiser le graph set. Donc pour revenir à cette étape, si jamais on le veut, il suffit de prendre, de venir sur PLC me fait un stop run. Donc c'est un peu ça. Et toujours se rassurer que dans le main OB1, lorsqu'on a fini avec les blocs d'instance, par exemple tous ces blocs qu'on appelle les FC, lorsqu'on finit de programmer, d'écrire les codes à l'intérieur, quoi, on doit les alimenter parce que ces sous-blocs sont sous-alimentés. Et c'est main OB1 qui est le maître, donc c'est lui qui leur donne l'attention en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je porte chaque bloc, je les positionne dans les différents réseaux de main OB1. Cela permettra d'alimenter tous ces blocs-ci. Et enfin, je vais aller lancer la simulation. On part d'abord dans Driver. On connecte l'automate. On vérifie bien. C'est le modèle 1200. C'est bon. Donc, on vient, on clique sur connecter. Le template a été importé de l'autre côté, donc ça prendra. Et on vérifie toujours sur ce checkbox vert. C'est ça qui nous dit effectivement que c'est connecté. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il n'y aura plus de problème. Donc, le dimensionnement est crucial.